Bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux de prendre la parole ici pour présenter quelques éléments, et je dis bien quelques éléments, sur l'architecture publique de la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance, les beffrois, les maisons communales et hôtels de ville. Donc volontairement, je restreindrai mes propos au cadre, disons, hexagonal, si ce n'est l'intégration, évidemment, des hôtels de ville et beffrois des anciens Pays-Bas bourguignons, la Belgique actuelle, pour l'essentiel. L'hôtel de ville occupe une place particulière dans l'imaginaire urbain. Au cœur de la cité, il marque de son architecture les espaces publics. Il organise les parcours et donne une réalité tangible à l'idée d'une communauté de ville. Alors que les autres éléments structurants de la cité ont disparu ou ont été amoindris dans leur portée symbolique, ainsi des enceintes qui ont été détruites au XIXe, ils restent comme le symbole de l'identité de la communauté d'habitants. Donc un paradoxe finalement de voir, de constater que son historiographie jusqu'à présent était relativement limitée, puisque le seul ouvrage qu'on pouvait consulter en la matière jusqu'à ces dernières années était l'ouvrage au demeurant de qualité de Maurice Battard, Beffroi, Halle, Hôtel de Ville, dans le nord de la France et la Belgique, paru à Arras en 1948. Il faut donc se féliciter de voir que récemment des travaux universitaires ont été consacrés à ce thème et ont contribué à une approche nouvelle. Et je mentionnerai évidemment la thèse de notre collègue ami Pascal Liévaux, qui doit prendre, comme il a été précisé, la parole la semaine prochaine, qui a traité de l'architecture des hôtels de ville en France au XVIIe siècle. Une thèse de 1992. Je voudrais également mentionner le travail récent de Laure Delru de l'École des Chartes sur beffrois et hôtels de ville de la fin du Moyen-Âge en Flandre française, les chantiers du pouvoir européen, en 2001, où elle entreprend de relire sur le plan surtout des sources historiques quelques histoires d'hôtels de ville de ces régions. Nous avons nous-mêmes eu l'occasion avec Pascal Liévaux pour tenter de combler non pas la totalité de cette lacune, mais il nous a semblé opportun de revenir sur ce thème de l'hôtel de ville dans le cadre d'un colloque international organisé dans le cadre du CESR et qui a eu lieu à Tours et villes voisines en 2007. Et je regrette évidemment de ne pas pouvoir vous le présenter aujourd'hui, mais l'édition d'un ouvrage scientifique demande toujours un peu de temps. Il devrait paraître à la fin de l'année. Donc je voudrais ici avoir non pas un point de vue exhaustif sur l'hôtel de ville, mais simplement vous présenter quelques éléments de réflexion sur une matière relativement riche, puisqu'elle concerne en réalité beaucoup de cités, beaucoup de villes, non seulement du nord de la France, mais du royaume au XVe et XVIe siècle. Alors un peu... il faut tout d'abord noter que le terme même d'hôtel de ville reste ambigu, puisque cette désignation est relativement récente. Elle ne s'impose qu'au début du XVIe siècle. C'est le cas pour l'hôtel de ville de Paris lors de sa reconstruction en 1532. Et pour le Moyen-Âge, les appellations sont en réalité variables. On parle du XIIe au XVe siècle de maison de la paix, qui rassemble les jurés de la paix à l'origine de l'échevinage. On parle de grandes maisons, ou maisons des Halles, à Angers et à Béthune, maisons de Leville, à Lille au XIVe et XVe siècle, maison échevinale à Arras, et le terme perdure jusqu'au XVIIe siècle. Les termes référentiels qui servent à dénoter, à identifier les hôtels de ville, ce que nous appelons maintenant les hôtels de ville, sont donc très variables. Je noterai néanmoins que
parfois, mais plus rarement, et c'est le cas à Amiens et à Dijon, les bâtiments qui abritent l'échevinage sont désignés sous le terme hostel, on dira plus tard hostel de ville, hôtel de ville. En préliminaire, à l'étude de ces hôtels de ville, il faut, je crois, voir de quelle manière l'historiographie a été construite et de quelle manière elle a façonné la vision qu'on peut avoir de ce qu'est un hôtel de ville. Et il nous faut retourner évidemment à la personnalité de Viollet-le-Duc, qui a fortement marqué les études archéologiques, les études d'histoire de l'art, de l'architecture en particulier. S'il est de bon ton, s'il a été parfois de bon ton de dénigrer son œuvre, il faut reconnaître que c'est un admirable connaisseur du Moyen-Âge et que ses croquis techniques, ses explications scientifiques de la construction médiévale, à mon sens, restent souvent exemplaires. Viollet-le-Duc a effectivement été sensible, à côté de la cathédrale, à l'histoire de l'hôtel de ville. Il a publié en 1874 un ouvrage intitulé « Histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale », où il a tenté d'opposer ou de rendre complémentaire peut-être l'histoire architecturale et de l'hôtel de ville et de la cathédrale. L'architecte du XIXe imagine donc une ville dite Clusie. Clusie, homonyme probablement de Cluny en Bourgogne, qu'il connaissait bien, une ville sous le pouvoir, aux mains d'un évêque abusif qui oppressait la population de taxes et de servitudes. Lors de la vacance du siège épiscopal en 1099, l'administration, plus débonnaire du prévôt royal, permit à une trentaine de membres des corporations, des hommes de métier, de se réunir sous la direction d'un bourgeois enrichi dans le commerce des draps, Ancel, pour établir les bases d'une commune qui, progressivement, pourrait se libérer de l'autorité épiscopale. L'alliance des chevaliers et clercs du chapitre de la cathédrale ayant été acquise, l'acte de commune fut rédigé, qui prévoyait l'élection d'un maire et de 12 jurés, avec des droits étendus en matière d'administration de la justice, de la police et des dignités. Une des premières mesures de la nouvelle Assemblée fut, heureuse époque, de supprimer les impôts. Les mains mortes disparurent. Ce fut le premier acte du nouveau maire, Ancel, nommé à la tête de cette commune. Il fallut donc édifier un édifice en mesure d'accueillir les assemblées des bourgeois, édifice dont nous avons ici représenté par Viollet-le-Duc les deux états, celui à gauche des origines, du temps de la fondation de la commune, et à droite, un état de la fin du Moyen-Âge. Viollet-le-Duc reconstitue donc un hôtel de ville imaginaire, fait de la concrétion en quelque sorte de l'ensemble des éléments que l'on peut identifier dans les hôtels de ville réels, avec donc une salle de réunion, une tour et devant une galerie ouverte en forme de loggia. Il décrit encore des instruments du pouvoir comme la prison ou des salles d'archives où la commune est susceptible de conserver les éléments qui sont fondateurs à ses origines et à son pouvoir. Malheureusement, nous dit Viollet-le-Duc, un nouvel évêque, arrivé au début de l'année 1101, dans un premier temps reconnu la commune contre paiement d'une forte somme de deniers, mais 2 ans plus tard se rétracta et l'abolit. Et donc la commune
la bourgeoisie s'éleva, on alla piller et incendier les bâtiments du palais et de la cathédrale, et pour faire bonne mesure, l'évêque et les clercs furent massacrés. La répression épiscopale qui suivit, rétablit, avec l'aide du roi, rétablit les pouvoirs épiscopaux menacés. Alors, cette vision de Viollet-le-Duc, effectivement, est très polémique. Il met en scène la naissance d'une commune et d'un hôtel de ville dans un climat très conflictuel, d'une opposition forte, virulente, entre l'évêque et la population qui se considérait jusque-là comme oppressée. Sous le règne de Saint-Louis, néanmoins, les choses s'arrangèrent puisque le bon roi permit aux communes de s'administrer plus facilement en rognant les ingérences des évêques, le temps de construction des grandes cathédrales étant achevé, la pression fiscale pouvant s'alléger. Ce n'est pas tout à fait vrai au demeurant, puisque les historiens ont bien montré que les cathédrales, en réalité, ont été financées non pas par les villes, non pas par les taxations, même s'il y a eu des troubles révolutionnaires à l'intérieur des villes au XIIIe siècle, mais que ce financement a été réalisé par les campagnes. Chartres a été construit avec les revenus tirés des blés de la Beauce. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Viollet-le-Duc fait de l'hôtel de ville un véritable édifice emblématique de l'affirmation de l'autonomie des communes. C'est parce que l'identité de la commune a été reconnue que des hôtels de ville, des bâtiments spécifiques ont été, à partir du XIIe siècle, pour Viollet-le-Duc, construits. Et que des éléments de la loggia aux hautes loges sont apparus comme identitaires de cette commune qui affirmait son pouvoir contre l'autorité ecclésiastique. Alors nous devons évidemment nous interroger le fait de savoir si cette vision de Viollet-le-Duc est ou non réductrice. Elle est réductrice évidemment en partie lorsque Viollet-le-Duc veut à la fois faire de l'hôtel de ville une sorte d'élément évocateur des origines de l'histoire de la commune et de sa résistance au pouvoir temporel des religieux ou des laïcs, mais cela correspond quand même à une partie de la vérité et en particulier pour ce qui concerne l'histoire des beffrois. Mais cette vision, effectivement emblématique de Viollet-le-Duc, d'un hôtel de ville érigé contre un pouvoir seigneurial, qu'il soit laïque ou religieux, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Je crois qu'il est encore dans l'esprit de ces conflits du XIXe, conflits idéologiques, et l'histoire de l'hôtel de ville, contestablement, doit être en grande partie dédramatisée. Sauf, effectivement, pour l'histoire des beffrois, qui n'est pas la même, pas tout à fait la même, que celle des hôtels de ville. Car nous avons effectivement des exemples qui peuvent illustrer celui proposé par Viollet-le-Duc, où le beffroi a été, de fait, un enjeu de rivalité, de lutte de pouvoir entre l'évêque, le seigneur et la commune. On pourrait citer l'histoire du beffroi de Cambrai. L'histoire du beffroi de Cambrai que la commune va ériger en 1077 et qui sera détruit en 1102 par le pouvoir épiscopal rétabli. Et de nouveau, à la fin du XIIe siècle, les Cambrésiens vont tenter de reconstruire ce beffroi. Ils vont ériger une nouvelle commune. On va partager le pouvoir de justice entre les échevins épiscopaux et les jurés de la paix de la commune.
mais la commune va être abolie par le pouvoir impérial en 1226 et dans l'obligation de détruire la cloche et d'abattre le beffroi. Donc le beffroi est véritablement, fin du XIIe, début du XIIIe siècle, un enjeu finalement de la personnalité de la commune, de son existence, et donc on le détruit ou on le construit en fonction finalement du triomphe ou de la défaite de la commune. Et en final, cette ville de Cambrai, qui est une grande ville du nord de la France, mais sous l'emprise du pouvoir de l'évêque, cette ville de Cambrai ne pourra reconstruire qu'à la fin du XIVe siècle son beffroi. Elle sera autorisée par l'empereur à le réédifier. Donc le beffroi, incontestablement, est un enjeu important. Et les villes ont le sentiment que sa construction participe de la définition de ces nouveaux droits. Alors ces beffrois sont quand même, pour une grande part, dans leurs caractéristiques architecturales, une spécificité des villes du nord de la France, des anciens Pays-Bas, du nord de la France et de la Belgique. On en trouve ailleurs, mais c'est beaucoup plus rare. Et très souvent, ce sont des tours d'enceintes ou d'autres monuments qui font office de beffroi. C'est à dessein que je souhaitais présenter tout d'abord ce beffroi de Bergues, malheureusement rendu célèbre il y a quelque temps par un film qui a contribué à véhiculer son image, et donc l'attention s'est de nouveau, tant mieux, reportée sur l'histoire de ces beffrois. Malheureusement, l'exemple est très mauvais, puisque c'est le beffroi actuellement le plus visité des villes du Nord, c'est celui qui est totalement faux. Il a totalement été reconstruit après la guerre de 1914-18. Il suffit de comparer le beffroi actuel à une photo ancienne pour pouvoir constater effectivement que l'architecte s'est inspiré de l'élévation primitive de ce beffroi, mais qu'en même temps, il n'a plus rien à voir dans son dessin, dans sa structure, dans son voûtement intérieur, avec ce qu'il était avant sa destruction. Mais en même temps, c'est un symbole de cette volonté de garder dans la ville l'image du beffroi. Alors ces beffrois, là aussi, sont assez mal connus parce que leur étude architecturale n'a pas été réalisée. Des dates restent approximatives, comme pour le beffroi d'Ypres, qui a été daté, qui reste toujours daté des années 1200, mais son architecture, lorsqu'on l'observe, fait plutôt penser à la fin du XIIIe, voire au début du XIVe siècle. Le beffroi de Tournai, sur lequel je m'étais penché il y a quelques années de cela, a lui aussi une histoire complexe et une datation qui est souvent erronée. En réalité, il apparaît que très souvent, les premiers beffrois, ceux du XIIe, voire du XIIIe siècle, n'étaient encore constitués que par des éléments de bois, des charpentes, des beffrois de charpentes, comme ces châteaux de bois, qui sont encore si nombreux, jusqu'aux années 1200. Nous avions, jusqu'au début du XIIIe siècle, donc des beffrois de bois. Donc, finalement, leur rôle, c'était quoi ? C'était surtout de pouvoir suspendre les cloches dont la commune, on y reviendra, avait besoin, qu'elle revendiquait comme élément identitaire. Devenir les maîtres du temps, maîtriser ce temps. La possession des cloches était donc effectivement un élément tout à fait important pour
pour l'idée de commune. Donc ces beffrois de charpente, de bois, sont devenus des éléments de prestige au XIIIe et au XIVe siècle, mais à une époque où la plupart du temps les rapports avec le seigneur, avec le comte, avec le suzerain, avec l'évêque, étaient des rapports apaisés. Et on s'aperçoit, on peut constater qu'en réalité, dès les années 1230, c'est le cas pour Valenciennes, le pouvoir seigneurial ne s'oppose plus, à partir du règne de Saint-Louis en gros, ne s'oppose plus à la construction des beffrois et même va favoriser, comme c'est le cas pour le beffroi de Béthune, en haut de l'image, sa construction en 1346 va constituer une récompense qui va être accordée par le comte, puisque la ville avait fait preuve de bonne résistance. Nous sommes au temps de la guerre de Cent Ans contre les envahisseurs anglais. Donc c'est effectivement une marque, une sorte de manifestation, je dirais presque de bon voisinage avec le pouvoir seigneurial, mais il n'y a plus ce contexte illustré par Viollet-le-Duc et qui est attesté encore au XIIe siècle dans le cadre urbain, mais cette idée-là a disparu totalement passé les années 1230-1240. Et donc les villes, aussi bien dans les Pays-Bas qu'en Picardie, Noyon en 1328, Péronne en 1376, Bergue en 1383 et d'autres villes plus périphériques, Nantes en 1459, donc très tardivement quand même, vont construire des beffrois, mais l'essentiel, si on faisait le compte, concerne bien des villes des anciens Pays-Bas. Alors, quel était le rôle de ces beffrois ? Souvent, la salle inférieure, parfois d'ailleurs comme à Ypres, il y avait, et à Béthune c'était également le cas, il y avait un passage, une porte. Et les salles au-dessus servaient très souvent de prison municipale, et abritaient encore une salle, un arsenal, parfois une salle du trésor, comme à Ypres. Le deuxième niveau était la salle du trésor. Par trésor, on attend les archives, les sceaux, souvent les objets précieux détenus par la ville. Et enfin, en partie haute, nous avions parfois une horloge, mais surtout un jeu de cloches, sur lequel on va également revenir. Alors, leur construction va rendre manifeste l'obtention de certains droits, de certains privilèges. Il faut imaginer dans le contexte de l'espace urbain, avec, pour ces villes du Nord, un habitat civil, essentiellement constitué par des maisons de bois, de 2 ou 3 niveaux tout au plus. Il faut imaginer le surgissement de ces tours, dont certaines pouvaient dépasser les 50 mètres, et qui affirmaient au cœur des villes, au centre, à proximité de la place, symboliser l'émergence de ce pouvoir urbain. Et ce n'est pas un hasard à Tournai, le beffroi, ce beffroi qui va être reconstruit. Donc, lorsqu'on a l'occasion de visiter ce beffroi, on s'aperçoit de la stratification des différents états. Il y a même les traces du premier beffroi de bois, et les parties hautes vont être reconstruites à la fin du XIVe siècle. Et ce beffroi, on va l'implanter volontairement à quelques dizaines de mètres de la cathédrale. Donc c'est véritablement le pouvoir urbain qui fait construire le monument symbolique de son pouvoir à côté de la maison de Dieu, à côté de la
la maison de l'évêque. Donc il faut toujours avoir en tête le fait que la ville urbaine est le lieu de rivalité entre différents pouvoirs qui possèdent une partie de ce sol urbain. Donc symbolique, effectivement, de ces beffrois dans l'espace des villes qui justifient leur construction encore au XIXe siècle et au XXe siècle, comme par exemple le nouveau beffroi de Calais, qui atteint 75 mètres de hauteur et qui a été érigé en 1914 par l'architecte de Brouwer en style justement identitaire des Pays-Bas bourguignons, c'est-à-dire en style néo-flamand. Il va reprendre un appareil de briques et un décor pseudo-médiéval, pseudo-renaissant, alors caractéristique de ce qu'on pensait être le style de la Renaissance flamande. Donc c'est à la fois la thématique du beffroi et c'est encore un appareil qui est censé évoquer l'histoire de la construction des beffrois. C'est le cas également à Lille, évidemment, avec le beffroi construit par l'architecte Dubuisson en 1930, lorsqu'il réédifie l'hôtel de ville, non loin du centre, un édifice de béton, selon des techniques tout à fait modernes, fiché dans le sol par une série de pieux, posait des problèmes d'ailleurs. Ce sont un terrain relativement marécageux, mais faut-il encore souligner que la Bourse également, plus près du cœur de la vieille ville de Lille, également a eu son beffroi, érigé entre 1910 et 1921 par un architecte bien connu, Louis Cordonnier, qui lui aussi va choisir le style néo-flamand de briques, de pierre, avec ce goût pour une certaine luxuriance du décor qui rappelle là aussi le style de la vieille bourse de Lille, construite sous le règne des archiducs Albert et Isabelle. Donc continuité de cette idée que le beffroi est un symbole d'affirmation du pouvoir urbain, un symbole de ces villes du Nord et de leur émancipation, il faut le souligner, plus précoce que celle des villes du royaume. Il n'y a aucune commune mesure entre le développement urbain des villes du Nord au Moyen-Âge et celle du royaume. Dans bien des domaines, il y a là une avancée technique, technologique, tout à fait considérable et qui est entamée dès le XIIIe siècle. Simple continuité ou rupture, on peut se poser la question pour le dernier beffroi construit plus récemment, en 2007, sur la place de Valenciennes, sur le site même où avait été construit le beffroi médiéval en 1237, qui s'était écroulé malheureusement au XIXe siècle, alors qu'on s'apprêtait à le restaurer, un très beau beffroi, tout à fait extraordinaire, et alors que les échafaudages étaient montés, les premières pierres sont tombées, et son sort a été celui de la tour de Babel. Et donc, le renouveau de la ville de Valenciennes a été signifié par ce nouveau beffroi. Et là, il y a effectivement une rupture avec une tradition ancienne. Je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'on ait bien compris le symbole de ce qu'était le beffroi. Sur le pourtour
ce tube métallique court une série de litanies que je n'ai pas déchiffrées. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à passer par Valenciennes et découvrir quels sont ces nouveaux hiéroglyphes. En tout cas, c'est un geste plastique, un geste qui atteste que l'idée de Beffroi n'a pas tout à fait disparu, et elle bénéficie d'ailleurs d'un renouveau d'intérêt ces dernières années dans le cadre d'associations ou de commémorations. Alors le beffroi, c'est un élément, incontestablement, un élément parmi les différents hôtels de ville qui, à un moment donné, ont pu rassembler différents bâtiments, puisque le terme d'hôtel de ville recouvre différents bâtiments dont les fonctions sont particulières, du beffroi aux halles ou à la maison où se réunissent les échevins. Alors nous traiterons d'abord, pour tenter de retracer l'histoire des hôtels de ville, nous traiterons d'abord des halles qui sont, on peut le penser, véritablement à l'origine des édifices communaux au XIIe et au XIIIe siècle. Ces halles, c'était des bâtiments de bois, d'un seul niveau d'élévation au départ, des bâtiments ouverts largement et qui devaient offrir aux confréries de marchands des lieux couverts pour exposer et vendre leurs marchandises. Vendre leurs marchandises sur ce qu'on appelle dans les comptabilités médiévales des étaux, un étal des étaux, c'est-à-dire soit des sortes de constructions légères, de volets qu'on abaissait au devant des boutiques, soit tout simplement des planches disposées sur des tréteaux à l'intérieur des halles. Donc les halles enferment différents métiers, pour les villes du Nord, et pas uniquement, pour la Champagne également. D'abord les métiers drapants, l'importance pour le Moyen-Âge des textiles. Donc on trouve évidemment des halles au drap, mais également des halles ou des étaux consacrés à la vente du lin, de la laine. Et à côté de ces métiers drapants, il y a beaucoup d'autres métiers. Des halles au cuir, des halles des merciers, et tous les métiers de bouche, boucherie, boulangerie, poissonnerie de mer ou d'eau douce, et également les halles pour les grains, les blés, avoine, orge, etc. Donc dans les villes médiévales, nous avons à l'origine vraisemblablement plusieurs bâtiments qui sont évidemment dispersés dans l'espace urbain et qu'on va tenter progressivement de rassembler. Sur cette diapositive, nous avons une très bonne idée de ce qu'était le parcellaire médiéval du centre, c'est-à-dire dans ce centre urbain, près de la place, étaient concentrées les maisons des marchands, les maisons des marchands à côté des halles, à côté de l'hôtel de ville, dans des rues très étroites qui débouchaient parfois sur l'espace de la place. Donc ce bâti de bois, de pisé, est tout à fait caractéristique de bien des villes du Moyen-Âge, et même au-delà, puisque Vauban décrit encore Lille, capitale des Flandres, comme une ville de bois et de chaume. Les maisons étaient couvertes de chaume, ce qui n'est pas le cas ici. Donc cette structure bois pisé, cette structure vernaculaire, s'est conservée très longtemps dans les villes médiévales, et c'est la conquête française, à partir des années 1668, qui a voulu éradiquer ce visage trop particulier des Pays-Bas et rendre en quelque sorte ces villes récemment conquises conformes aux autres villes du royaume.
Donc des halles qui vont offrir aux marchands des lieux où ils peuvent effectivement avoir une pratique à l'abri des intempéries, mais également aussi où ils peuvent être contrôlés. Cette idée de produits qui doivent être marqués, contrôlés par le pouvoir urbain, c'est quelque chose de très important. Le contrôle est permanent et il faut des bâtiments où l'on puisse facilement contrôler ces produits qui sont vendus dans la ville, dont la qualité doit être sans cesse vérifiée. Alors ces halles, elles sont couramment mentionnées dès le XIIe siècle, à Saint-Omer en 151. Nous avons effectivement un texte, une source qui nous précise que le comte va concéder aux habitants la guilde halle, c'est-à-dire étymologiquement la halle qui va réunir les confréries, la guilde. Guild Hall, c'est aussi le nom d'hôtel de ville en Angleterre. Donc un lieu de réunion des marchands qui sont parmi les plus notables de la ville et qui naturellement vont être appelés à occuper des fonctions administratives et cheminales importantes à partir du moment où la commune va être reconnue, où la commune va avoir véritablement le droit d'exercer ses pouvoirs. À côté donc des différentes fonctions des halles qui ont été citées, il faut mentionner aussi, mais dans les pays de Gabelle uniquement, la nécessité d'avoir des espaces pour stocker le sel. Et c'est vrai en particulier en Val-de-Loire, à Loches, le niveau inférieur du donjon avait cette fonction, c'était le cas, c'est dans un des bâtiments qui constitue actuellement l'hôtel de ville d'Amboise, il s'agissait d'un grenier à sel. Le sel, évidemment, vous le savez, avait un rôle essentiel dans l'alimentation pour la conservation des aliments. On a conservé d'ailleurs au musée de Châteauneuf-sur-Loire une balance à sel, des quantités importantes de sel. C'était une véritable monnaie d'échange, tout à fait importante évidemment dans la société médiévale ou d'ancien régime. Alors, ces marchands, petit à petit, évidemment, ne vont pas limiter leur champ d'intervention au domaine de l'achat et de la vente des marchandises ou des biens manufacturés, mais petit à petit vont affirmer leur pouvoir, et les premiers magistrats, les premiers échevinages sont issus de ces marchands réunis en confréries, en guildes puissantes, qui vont contribuer à un commerce international pour les villes du Nord, le commerce vers la Baltique. Ces grands marchands drapiers vont exporter leurs produits en Espagne, dans la Baltique, dans les pays scandinaves. Ce sont des hommes d'argent qui vont être de véritables capitalistes, qui vont souvent avoir quelques capacités à accumuler l'argent et qui, naturellement, vont s'emparer du pouvoir des grandes villes drapantes comme Arras, Ypres, Bruges ou d'autres villes. Et donc il sera nécessaire de concevoir des espaces où les échevins, les magistrats, dont le nombre varie entre 12 et 30, des espaces où ces échevins puissent se réunir et s'assembler. Et c'est là la première des fonctions d'une maison de ville, c'était d'offrir un lieu où le conseil, constitué par les magistrats échevins, puisse se réunir à date régulière. Un lieu également où puisse être symbolisé, à l'instar du château,
ou de l'Église, où puissent être centralisés les éléments référents à ce pouvoir et à cette identité, les différentes fonctions du gouvernement communal. Alors nous avons un cas de figure qui devient très fréquent, au moins dès le XIIIe siècle, c'est l'association verticale entre une halle marchande au rez-de-chaussée et une salle échevinale où va se réunir le conseil de ville au niveau supérieur. C'est le cas de la Ferté-Bernard. L'édifice vient d'être restauré avec parfois des petits problèmes d'interprétation, me semble-t-il, et de restauration, en particulier en ce qui concerne l'escalier. Cette association, stratification, structuration verticale va devenir effectivement très fréquent. On retrouve aussi bien en Artois que dans le Périgord, en Bretagne, à Guingamp, sous le terme de cohue. Un cohue, c'est la halle qui abrite au rez-de-chaussée les étaux des bouchers, des poissonniers, des boulangers. Et à l'étage, on a effectivement le lieu où s'assemblent soit les échevins, soit ceux qui exercent la justice. Souvent, on appelle cette seconde salle à l'étage d'auditoire, mais c'est la même fonction qui est impartie à cet espace que l'on retrouve donc à la Ferté-Bernard. Autre exemple, mais cette fois-ci, alors évidemment, dans bien des cas, en particulier dans les pays d'Ouest, mais également dans les bourgs secondaires, qui sont de gros bourgs ruraux, on s'est contenté de construire en bois, le matériau le plus facilement mis en œuvre et évidemment le moins onéreux, mais parfois, pour des raisons de prestige, on a décidé d'édifier en pierre cette maison, ici l'Aréole, où nous avons, le bâtiment n'est pas tout à fait bien daté, mais la stylistique des chapiteaux, et d'autre part le contexte historique. On sait effectivement qu'en 1208, nous sommes alors en Guyenne, occupés par les Anglais. En 1208, le roi Jean Santerre, qui a besoin, dans la lutte contre les rois de France, de l'appui de la bourgeoisie locale, va octroyer des franchises, et on met en relation la construction de cet hôtel de ville de l'Aréole avec l'octroi de ces franchises, et l'analyse architecturale que l'on peut faire de celui-ci ne vient pas démentir cette datation. Nous avons donc un espace au rez-de-chaussée qui est un lieu où effectivement on peut penser que la bourgeoisie locale venait exposer et vendre ses marchandises, et au-dessus un lieu où les premiers jurats, c'est ainsi qu'on nomme les échevins dans la France du Sud-Ouest, pouvaient s'assembler. Et c'est donc un bâtiment de prestige qui reprend finalement la référence de l'architecture religieuse. Nous avons des arcades, des colonnes, des chapiteaux, des fenêtres que l'on trouve dans l'architecture religieuse ou l'architecture palatiale. Et donc il y a là manifestement d'apparent l'ambition d'une communauté qui vient d'acquérir des droits nouveaux et qui veut rendre visible par la construction d'un édifice de prestige sa nouvelle dignité en quelque sorte. Alors nous avons, mais c'est rare au XIIIe siècle, effectivement, l'Aréole est un de ces exemples relativement peu nombreux dans la France du XIIIe siècle, de ces hôtels de ville. Alors, des bâtiments épars, avec une faute d'orthographe, mais ce n'est pas grave, des bâtiments
épars à l'origine dans l'espace urbain. Et pour comprendre quelle va être finalement la poétique menée par les échevins sur des décennies, il faut essayer de voir comment se présentaient les villes du Moyen-Âge. Et c'est, je crois, une erreur de penser qu'il n'y a pas eu au Moyen-Âge de poétique urbaine. Souvent, effectivement, pu lire ces propos, sous la plume d'ailleurs de chercheurs tout à fait autorisés. Mais c'est une erreur, c'est une erreur. Il y a effectivement, selon les villes, plus ou moins importantes, une véritable réflexion sur ce que devait être l'aménagement des villes. Et l'histoire des villes, c'est tout d'abord, pour la plupart des villes du nord de la France, un aménagement de sites inhospitaliers, marécageux. C'est le cas de Lille, c'est le cas de Douai, etc. C'est le cas de Valenciennes. De villes qui se sont développées progressivement à partir d'un castrum qui vient, comme toujours, contrôler le passage d'une rivière, donc surveiller des ponts. Et autour de ce castrum, lieu qui va sécuriser la voie et les routes des commerçants qui passent d'une rive à l'autre, vont s'agglomérer des bourgs, mais une succession de bourgs. C'est vrai pour toutes les villes. On n'a pas cette ville constituée telle qu'on se l'imagine. L'identité de la ville est un fait tardif. Au XIIe, au XIIIe encore, le territoire de ce qui sera la ville du XVIe siècle est divisé en une série de bourgs qui ont chacun une certaine autonomie, qui possèdent une partie du domaine foncier de la ville. Et donc, cela explique tout simplement qu'aux origines, nous avons des halles qui sont totalement dispersées dans l'espace urbain. Nous avons évidemment les halles des poissonniers près des cours d'eau, c'est tout à fait logique. Par contre, les halles de blé, les halles au blé sont situées un peu plus loin. C'est le pouvoir des nouveaux bourgeois qui ont fondé cette partie orientale de la ville de Douai. C'est un cas qui n'est pas particulier, on pourrait multiplier les exemples. Mais cette carte permet de comprendre la genèse de ce phénomène. Des bâtiments épars que les villes vont donc tenter de rassembler à proximité du siège de leur pouvoir, de centraliser ces bâtiments à l'origine, au XIe, XIIe, épars sur le territoire des différents bourgs, de les rassembler en quelque sorte au cœur, près de la place principale, afin, là aussi, de surveiller plus précisément le commerce et d'en retirer évidemment des profits en taxant vente ou achat de ces biens alimentaires, enfin d'origine alimentaire ou manufacturée. Cela veut dire que pour réussir ces opérations d'urbanisme, il faut des villes puissantes. Il faut des villes puissantes et il faut des ressources financières. Et on verra quelques cas de figure dans un instant. Et c'est le fait uniquement de grandes cités. La plupart du temps, la ville doit se contenter, lorsqu'elle veut avoir un bâtiment à elle, elle doit se contenter d'une location ou d'acheter un bâtiment beaucoup plus modeste. Et c'est le cas que l'on trouve dans bien des villes, Val-de-Loire, mais également à Orléans, où, à l'origine de l'hôtel de ville, nous avons une simple maison, dont voici ici le relevé architectural, qu'on appelle la maison des créneaux. Une maison de la fin du XIIe et du XIIIe siècle, qui va être acquise par la ville au début du XVe siècle, par la ville d'Orléans, lorsque la commune se constitue, dans le cadre
la mise en défense de la ville d'Orléans. Et donc les origines de cet hôtel de ville sont modestes et ne permettent pas véritablement de reconnaître une architecture édilitaire. Il n'y a pas d'architecture édilitaire, c'est l'architecture commune qui offre un bâtiment à la disposition des échevins, et ce n'est que véritablement au début du XVIe siècle que l'on va reconstruire à Orléans cette belle façade que les échevins triomphants pourront élever et qui sera véritablement représentative de leur statut. Donc très souvent, on doit aux origines se contenter d'un bâtiment qui existe. Ainsi, en Limousin, à Rochechouart, la maison des consuls, là aussi, elle ne se distingue pas dans la trame du parcellaire. Elle ne se distingue pas par son élévation particulière. Le seul élément marqueur, pourrait-on dire, de son statut, c'est une porte frappée d'un blason, décorée d'un arc en accolade, qui vient là dénoter peut-être un statut particulier, plus noble que les habitants ou riverains de cette rue, cette principale rue de Rochechouart. Donc une simple maison restaurée. Parfois aussi, c'est le cas à Vendôme. Et à Vendôme, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens financiers d'ériger un hôtel de ville. Donc on va récupérer la porte. Vers les années 1450, une des portes de l'enceinte, dite actuellement porte Saint-Georges, et qui va constituer, pour son premier niveau, la grande salle, en quelque sorte, pourrait-on dire, la grande salle de l'hôtel de ville. Et ce cas de figure est très fréquent. On retrouve à Romans, Tain, à Soissons, etc. Bon, on s'empare d'un édifice qui existe déjà, on l'occupe pourvu que la salle soit suffisante pour permettre une réunion. Et ces édifices, d'ailleurs, ne sont pas transformés. On ne modifie pas leur statut. L'inscription, évidemment, hôtel de ville date du XIXe siècle, elle est post-révolutionnaire. Seule exception, une des rares exceptions, c'est le cas de Dreux. À Dreux, effectivement, il y aura là une tentative, mais qui ne sera jamais finalisée, de véritable création architecturale. On va récupérer une ancienne tour, beffroi, et on va construire, mais assez difficilement, l'édifice, de telle sorte que sa construction, entamée en 1512 par Pierre Caron et Jean Desmoulins, et continuée par l'architecte Clément Métézeau à partir de 1516, sa construction ne sera pas terminée véritablement. On va construire encore un beffroi supérieur en 1530. Ça sera une construction, un chantier laborieux, difficile à mettre en œuvre, et qui est un témoin intéressant au demeurant de l'évolution du passage entre gothique et renaissant. Mais c'est un exemple relativement rare que cette tentative de métamorphose d'un édifice de militaire en un édifice représentatif de la commune. Alors c'est pas vrai par contre pour quelques villes. Pour quelques villes des anciens Pays-Bas, pour l'époque dont je traite, le terme est peut-être un peu inadéquat, puisque cette cartographie représente les anciens Pays-Bas alors qu'ils sont parfaitement constitués à la fin du XVe siècle, et j'évoquerai donc quelques hôtels de ville de ces régions valenciennes qui se trouvent à Hainaut. Tournai, on l'a vu avec le beffroi. Tournai, je le rappelle, c'est jusqu'au début du XVIe siècle une ville française. C'est dans une enclave c'est une véritable enclave le long de l'Escaut, une ville qui appartient au royaume et qui est séparée de la frontière par ces territoires
du Hainaut ou du Cambrésis. Ypres en Flandre, Gand, que j'évoquerai, je pense, et ces hôtels de ville de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, qui sont construits plus tardivement par rapport aux villes du sud des anciens Pays-Bas. N'oublions pas quand même que jusqu'au XIVe siècle, même si on connaît le développement urbain de Gand et Bruges, grande partie de la richesse se concentre dans les villes du sud des Pays-Bas. Et après, le développement économique bascule plutôt vers les villes du Brabant qui vont reconstruire, donc, seconde moitié du XVe, début du XVIe siècle, leur hôtel de ville. Et c'est dans ces territoires que nous avons effectivement là de grands projets, qui resteront parfois uniques, mais que l'on peut comparer peut-être à ceux qui ont été développés dans les grandes villes hanséatiques, près de la Baltique, dans les villes commerçantes de l'Allemagne du Nord. Donc, dans ce contexte des villes du XIIe siècle, de la croissance urbaine, du développement économique, de ces villes situées sur le fleuve, entre le sud et le nord, du sud vers le nord, vers les grandes villes de Flandre, convergent toute une série de ressources, et en particulier de ressources alimentaires. La Flandre ne peut pas vivre au XIIe, XIIIe siècle sans l'apport des blés qui viennent du sud. Il y a donc un trafic intense sur ces rivières de l'Escaut, de la Scarpe, un trafic dont l'intensité ne sera pas dépassée avant la révolution industrielle du XIXe siècle. Donc ces villes du sud sont des entrepôts à blé en particulier, qui doivent disposer de véritables lieux de stockage de ces marchandises. Il est donc impératif d'avoir des bâtiments, des halles d'une certaine dimension. Et donc d'avoir également ce déploiement d'édifices devant des places importantes, qui sont des lieux de marché. Mais ces places n'existent pas à l'origine du développement urbain. Il faut les créer. Et c'est le cas à Mons, à Valenciennes, à Cambrai. Nous avons au départ un petit espace, une petite place, à proximité du passage contrôlé par le château sur la rivière de l'Escaut. Une petite place, et c'est une vaste opération d'urbanisme qui va restructurer véritablement le centre urbain et permettre la construction d'une façade d'hôtel de ville et d'autre part, à l'arrière de cette façade, de bâtiments perpendiculaires qui vont constituer les halles. Mais c'est une opération urbanistique d'une ampleur extraordinaire qui va être réalisée probablement sur quelques décennies à partir des années 1270 et on peut penser que l'opération est achevée vers 1300. Et nous avons donc cette façade de l'hôtel de ville de Valenciennes, une des plus importantes des anciens Pays-Bas, puisqu'elle s'étendait sur plus d'une centaine de mètres. Et cette façade, en réalité, c'est une sorte de façade Potemkin, une sorte de décor qui vient cacher les bâtiments utilitaires qui se trouvent derrière ces murs. Et l'hôtel de ville, c'est donc une succession de bâtiments qui résulte également de restaurations multiples à travers les siècles. Ces bâtiments derrière les façades de pierre sont des bâtiments de bois. Il reste des bâtiments constitués de charpentes et de pans de bois, très souvent. Alors comment est constitué un hôtel de ville ? Nous avons tout d'abord des lieux de culte. Des lieux de culte, la chapelle. La chapelle échevinale, où chaque jour, le cortège des échevins se rend, mais également aussi avant les conseils de ville. Et cette chapelle Saint-Pierre est un lieu
que le magistrat va faire décorer avec des œuvres de prestige, de grands sculpteurs comme André Beauneveu, à la fin du XIVe siècle, vont contribuer à son décor et à ses sculptures. Au-delà de la chapelle Saint-Pierre, la halle aux draps. Alors la halle aux draps, c'est là où effectivement les marchands vendent les tissus, vendent les laines, et l'importance des halles aux draps se compte en particulier au nombre d'étaux que les marchands y possèdent. Les halles de Valenciennes comptaient en tout, au XIVe siècle, 320 étaux. C'est énorme. Il y avait plus de 320 marchands qui se trouvaient dans les bâtiments qui s'étendaient derrière, je le rappelle encore une fois. 232 pour les draps de Valenciennes, qui était une grande ville drapante, et 88 étaux de détailleurs. Cette halle, elle était ouverte, selon l'époque, de 1 à 3 jours par semaine. Mais il faut noter une dimension également sociale de ces bâtiments. On y entretenait l'hiver des feux pour permettre aux gens démunis, aux pauvres, de venir s'y chauffer et trouver quelques réconforts. Au-delà de cette halle aux draps, halle des marchands, nous avions la halle des jurés. La halle des jurés, c'est la halle des échevins. C'est la halle échevinale qui recevait la décoration la plus prestigieuse, avec une ornementation exubérante, avec quelques éléments symboliques comme la bretèque sur laquelle nous allons revenir, et c'est là que s'assemblait le conseil de ville. Enfin, la halle des merciers, où se vendaient les vieux tissus, en particulier, les viévardiers, ceux qui récupéraient les vieux vêtements, les reprisaient et en faisaient la revente, les halles au blé, où était stockée une partie, je dis bien une partie des blés qui étaient exposés à la vente. C'était en quelque sorte plutôt les échantillons de grains que l'on présentait là aux acheteurs potentiels. Les blés, enfin les grandes quantités de blé étaient stockées près de la rivière. Et enfin, dernier élément, nous reviendrons sur celui-ci, le campanile qui portait les figures des jacquemart. Cette façade d'hôtel de ville, malheureusement, elle a été reconstruite au début du XVIIe siècle, et on la voit sur cette carte postale ancienne avant sa destruction malheureuse en 1940. Et actuellement, l'hôtel de ville de Valenciennes a disparu, si ce n'est sa façade fortement restaurée qu'on a voulu conserver. Mais reste et subsiste, même si les rangs de maisons ont été détruits, incendiés en 1940, cet espace central, qui est la place du marché. À côté des halles, il y a le marché. Une série de textes, de réglementations, on sait très bien comment, et les relations qui existaient entre les halles et le marché, qui devient d'ailleurs, cette place du marché, la place d'armes. La place d'armes, puisque ces villes ont eu un destin militaire dès la fin du Moyen-Âge et surtout au XVIIe siècle, et donc c'est le lieu également de réunion, il ne faut pas l'oublier, des confréries, des contingents militaires, arbalétriers, archers, coulevriniers, au temps de l'apparition d'artillerie à feu, qui sont chargés de défendre la ville. Donc de cette place d'armes partent ces différents contingents militaires. Donc une grande place à côté d'un hôtel de ville qui réunit l'ensemble des fonctions d'autorité et du commerce de la cité, à quelques dizaines de mètres du port marchand, qui va permettre d'exporter vers la mer du Nord, vers le grand commerce international, les blés d'Artois, les blés de l'Ostrevent et du sud des anciens Pays-Bas. Autre cas de figure tout à fait comparable,
c'est celui qui est offert par l'hôtel de ville d'Ypres. Ces halles d'Ypres ont été malheureusement, vous savez, là aussi détruites en 1914 par les Allemands. C'est un acte de vandalisme tout à fait regrettable. Et donc sa reconstruction a été totale, si ce n'est quand même, on le voit très bien sur les photographies de 1918-1919, si ce n'est quand même une grande partie des maçonneries. Derrière cette façade, des collègues et chercheurs belges sont en train d'inventorier les pièces, les pierres qui sont d'origine, et finalement on s'aperçoit que des éléments sont conservés. En tout cas, nous avons là une façade tout à fait exceptionnelle. Une façade tout à fait exceptionnelle parce que le projet constructif a permis de conserver, contrairement à Valenciennes, une véritable homogénéité de la conception de la façade. Même si sa construction s'étend sur quelques décennies, entre 1285 et 1330, il y a là quelque chose de rare encore dans la construction médiévale, c'est-à-dire l'idée de façade. Le terme n'existe pas encore, on parle de devanture, mais cette idée d'une façade uniforme est quelque chose, me semble-t-il, de tout à fait novateur. Donc des bâtiments divers, les halles, bâtiments à cheminot, et au centre, encadré par les deux ailes, le beffroi, qui doit être plus ou moins contemporain et qui vient donner en quelque sorte une idée de verticalité à l'ensemble où domine l'horizontalité. Alors, ces halles, ce n'est pas simplement une façade. Les halles d'Ypres, sur une gravure ancienne du XVIIe siècle, cette gravure permet de le constater aisément, c'est une série de bâtiments en forme de cour, qui sont des lieux de stockage. Je crois que cette idée est essentielle au Moyen-Âge. Le stockage des grains, d'une part parce qu'il faut faire face à cette époque tout à fait dramatique, jusqu'au XIXe siècle de la soudure, où les récoltes de l'année passée sont déjà consommées et où celles de l'année à venir ne sont pas recueillies. Donc il y a pour ces villes un souci permanent que d'avoir des réserves de grains pour faire face aux difficultés sociales, aux risques d'émeutes de la population la plus pauvre. Donc c'est un instrument de gestion également politique que cette idée de conserver des grains. Donc il faut des bâtiments, il faut des salles, il faut des lieux de stockage. Ces places, on les retrouve encore à Arras, place marchande. Beaucoup de ces maisons ont été reconstruites au XVIIe siècle, avec évidemment ces préoccupations constante des échevins que de concevoir et de conserver l'idée d'alignement. Je crois que lorsqu'on affirme que l'urbanisme du Moyen-Âge ou du début du XVIe siècle n'a pas connu les prescriptions d'alignement, non, nous avons d'ailleurs conservé des permis de construire au XVIe, XVIIe siècle qui sont tout à fait précis. On avait véritablement une politique édilitaire exemplaire qu'on voudrait bien voir conservée de nos jours, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc cet aménagement, là aussi, à Arras, est progressif et va tendre, à la fin du Moyen-Âge, à créer ces places avec leur alignement régulier de maisons qui s'ouvrent devant le beffroi et l'hôtel de ville qui va être reconstruit, là aussi, sur une trentaine d'années. C'est quand même une œuvre qui demande un certain temps. Et je crois que est exemplaire la collection de vues, de gravures qu'on a de ces villes du Nord, où l'on voit surgir
au-delà de l'horizon des murailles reconstruites par les ingénieurs du XVIe ou par Vauban, où l'on voit surgir, presque à la même hauteur que les plus hauts des clochers, des cathédrales ou des églises, les beffrois, les clochers des beffrois. Donc cet orgueil, finalement, de cette bourgeoisie locale d'ériger des tours aussi hautes que celles des édifices divins. Les caractéristiques sont généralement les mêmes dans la plupart des villes des anciens Pays-Bas, c'est-à-dire cette volonté du magistrat de réunir les bâtiments au plus près du cœur de la ville, du centre. Et parfois, les opérations urbaines seront trop complexes, et en particulier à Tournai, quand même, où le pouvoir épiscopal résistera. Et donc, nous avons encore, à la fin du Moyen-Âge, des bâtiments édilitaires séparés entre la halle des Consos, le beffroi et la halle au drap. On n'a pas pu concentrer ces édifices sur la place, comme le magistrat pouvait le souhaiter. Et nous avons donc à Tournai des édifices disparates entre la halle au Consos, lieu de réunion des échevins, et une tour du trésor. On éprouvera le besoin de reconstruire plus près de la cathédrale, comme une sorte de geste de défi, le beffroi que l'on a vu tout à l'heure, beffroi qui va surpasser cette tour qui date probablement de la mi-XIIe siècle. Donc j'ai eu l'occasion de le préciser, la nécessité de concentrer ces édifices édilitaires, ces halles et ces édifices, lieux du pouvoir, près des cours d'eau, ou tout au moins sur des rues ou sur une trame urbaine qui permettait un accès facile, se comprend, encore une fois, lorsqu'on rappelle que l'essentiel de l'activité économique de ces cités résultait du commerce fluvial. Du commerce fluvial. La plupart de ces villes étaient des villes comparables à Venise actuellement, avec un trafic fluvial tout à fait extraordinaire. Chaque ville avait un ou plusieurs ports, avait une flotte importante. Douai, par exemple, c'était au Moyen-Âge 120 à 130 navires de grand tonnage, de tonnage important, encore une fois qui n'a pas été dépassé avant la seconde moitié dont le tonnage n'a pas été dépassé avant la seconde moitié du XIXe siècle. Et le long de la Scarpe, on avait construit des bâtiments qui servaient à stocker les blés, à côté des halles, à stocker les blés que l'on déchargeait directement dans le ventre des péniches. Donc ici, Douai, au XVIe siècle, parcouru par ces cours d'eau multiples, à proximité de la place centrale de la ville, pas directement, mais à proximité quand même. Et ces convois partaient du sud des Pays-Bas et gagnaient évidemment les villes de Flandre. Les péniches étaient déchargées ici sous des halles couvertes, sous lesquelles passait la raille, et à proximité de la place, des halles et de l'hôtel de ville. Vous voyez, il y avait toute une logistique finalement de l'implantation de ces bâtiments qui devaient être au plus près de leurs fonctions. Alors, à côté des halles, donc, des bâtiments purement administratifs sont constitués par les halles échevinales. Donc, les halles échevinales, pourquoi employer le terme de halle ? Tout simplement, me semble-t-il, par analogie avec le terme salle, mais ça n'a rien à voir avec un lieu, évidemment, de stockage de marchandises. Mais c'est ainsi qu'on les désignait au Moyen-Âge. Donc, les halles échevinales, telles qu'elles vont se constituer, probablement dès le début du XIVe siècle, vont être
pour ces villes du Nord, des édifices construits en pierre, avec une certaine qualité architecturale, avec là aussi un soin apporté à la façade, cette idée de façade ornementée, décorée. Et ces halles vont être structurées sur deux niveaux. Le premier niveau va constituer la salle basse, un lieu une sorte de salle des pas perdus, ouverte à tous et ouvrant parfois sur différentes officines, puisque ces halles échevinales étaient accompagnées également de bâtiments annexes, entre autres ce qu'on appelle la massarderie, c'est-à-dire la trésorerie de l'hôtel de ville, où se trouvaient les fonctionnaires chargés d'établir les comptabilités souvent importantes de la cité. Il y avait d'autres salles annexes où on pouvait venir se plaindre et réclamer devant telle ou telle décision communale. Alors, il faut souligner dans la conception de ces bâtiments à deux niveaux l'importance du symbolisme palatial. Le modèle, incontestablement, dans beaucoup de cas de figure, a été celui de la grande salle seigneuriale. La grande salle seigneuriale, ici, celle de Montargis, telle qu'elle nous est reproduite par Jacques Androuet du Cerceau au XVIe siècle. Cette grande salle, elle comporte généralement deux niveaux, une salle basse et une salle haute. La salle haute étant effectivement la salle seigneuriale, lieu des banquets, des réceptions officielles, lieu où mange le seigneur. Et donc c'est le modèle que vont prendre les échevins, le modèle offert par un bâtiment du château. À Louvain, cette salle basse est conçue selon une architecture tout à fait aérée, donc nous sommes là vers les années 1450, et elle donne sur trois portes où se trouvaient des fonctionnaires chargés, entre autres, de s'occuper des comptabilités de la ville, de passer les contrats avec des particuliers, de lancer les différents marchés, et très souvent aussi, ces marchés publics étaient affichés aux portes même de l'hôtel de ville. Il y a là un lieu d'affichage courant et commun, c'est là qu'étaient proclamés les marchés de construction dans les villes. À Valenciennes, avant la reconstruction du XVIIe siècle, nous avions également une halle échevinale à deux niveaux, et même un niveau complémentaire sous comble, qui était dénoté dès l'extérieur par la richesse de son décor et de son ornementation, qui reflétait les dispositions d'une grande salle seigneuriale également. Alors, à Louvain, au-dessus de la salle basse, la grande salle est le lieu où s'assemblent de manière officielle, en quelque sorte, les magistrats de la ville, mais ils délibèrent dans une salle annexe qui est la salle du Conseil. Cette grande salle, c'est un lieu de réception officielle. C'est là que se font les traités entre villes amies. C'est une salle de bal aussi, où l'on danse. La création de la salle de bal, c'est quelque chose de plus tardif, c'est le XVIe, et les salles des hôtels de ville font office de salles de bal, et même parfois, les ducs de Bourgogne utilisent ces salles lorsque celles de leur château n'offrent pas suffisamment d'espace. Les ducs de Bourgogne, au XVe siècle, n'ont pas hésité à utiliser les salles des hôtels de ville. Les fenêtres à croisées, de même que les coussèges, c'est-à-dire les bancs dont elles sont dotées,
dans leurs angles attestent véritablement d'une adaptation du vocabulaire du château. Ces fenêtres à croisées se diffusent à partir de la fin du XIVe siècle dans l'architecture palatiale, entre autres dans les œuvres de Charles V, ici le Louvre, reconstruit à partir de 1365, fenêtres à croisées ou fenêtres aussi à croisées surmontées, comme au Louvre, d'un arc brisé avec des remplages. Il y a donc véritablement une contamination de cette architecture édilitaire qui cherche vers les années 1450 une définition un peu plus précise, une contamination des références du château et de la demeure noble, de la demeure aristocratique. Ce n'est pas hasard, puisque dans les comptabilités, la salle haute est très souvent désignée comme étant la salle de messeigneurs. Les échevins se font appeler messeigneurs. C'est tout à fait extraordinaire. Il y en a vraiment une analogie qui pose question dans ce niveau d'assimilation, effectivement, par la bourgeoisie de la vie noble, une sorte de modèle pour ces élites des villes des anciens Pays-Bas. Autre élément qui est référentiel à la demeure noble et au château, c'est l'accès à la salle et à la grande salle en particulier, puisque cet accès noble débouche au niveau supérieur. C'est vrai à Saint-Omer, c'est vrai à Dame, c'est vrai, je ne sais pas si j'ai l'exemple ici, également à Ypres, cet escalier a disparu. Et le modèle de ces escaliers, c'est effectivement encore l'escalier du château, l'escalier du palais. Ici, les degrés du palais de la Cité à Paris, dont le bâtiment a été reconstruit sous Philippe le Bel, on accède au palais par un escalier noble, qu'on appelle parfois un perron, et qui va participer du cérémonial d'entrée à l'intérieur de la demeure noble. Donc les échevins vont tenter progressivement d'instaurer ce même cérémonial, et donc vont reprendre ce cheminement de l'extérieur vers l'intérieur par le biais de cet escalier à degrés, qui est tout à fait inspiré par les exemples de la maison noble. Novation quand même à la fin du XVe siècle, à Arras donc vers 1500, à Gand vers 1520, l'escalier rampe sur rampe, qui se diffuse dans le même temps où on peut voir son apparition sur les châteaux. Je pense par exemple à l'escalier rampe sur rampe d'Azel-Rideau qui date des années 1520, et on a peut-être un peu trop souvent oublié ces exemples qui ne sont pas absolument retardataires par rapport à l'apparition ou à la réflexion qui était menée dans le cadre des châteaux. Ce symbolisme palatial, il va être marqué également par la symbolique, on l'a vu, mais je le rappelle ici, des tours. Et après tout, ces tours civiles ne sont-elles pas la métaphore des tours quadrangulaires qui étaient constituées par ce qu'on n'appelle plus les donjons, mais les tours maîtresses des châteaux. Donc on va incontestablement, dans le choix de ce plan quadrangulaire des beffrois, reprendre l'idée de tour, de maîtresse tour, et le beffroi va se parer des attributs militaires qui sont des attributs symboliques, évidemment, qui n'ont pas de réalité concrète. Ce rapport, finalement, à la fonction, aux origines militaires, se marque aussi dans le cas de figures où des tours de l'enceinte urbaine, des tours lieux de passage importants, ainsi pour la tour du Gros Horloge à Rouen, sont rhabillés à des fins civiles, une sorte de métamorphose du militaire au civil, de réappropriation par le pouvoir urbain d'une fonction régalienne qui était celle de la défense d'une cité qui appartenait évidemment, et pour Rouen en particulier, au roi de France. Autre attribut militaire, le parapet crénelé. Et je rappellerai que
crénelé, doté d'un parapet crénelé un édifice, est un droit régalien. Le droit de fortification apparaît très tôt dans les coutumes de Normandie sous Guillaume le Conquérant, et de même que l'abbé Sugère va créneler la façade de son abbatiale de Saint-Denis en 1140 pour rappeler ces droits temporels comme comte du Vexin. Par ce biais, les magistrats vont souligner le droit qu'ils exercent sur la cité. Devant la place, on va ériger des édifices, que ce soit à Valenciennes, à Lille, à Ypres, qui sont porteurs des marques de droit régalien. C'est un moyen d'affirmer ce pouvoir temporel sur le territoire qui est le sien de la ville. On trouve aussi très fréquemment des tourelles sur ces hôtels de ville, à Saumur, à Orléans, devenu un objet esthétique de la Renaissance. À Saumur, il conserve encore des attributs militaires, et même, je ne sais pas si on la voit ici, on la voit bien sur l'autre tourelle, des canonnières, mais des canonnières qui sont factices. Il s'agit en fait de tourelles qu'on qualifie de gaïoles, qui sont des sortes de petits cabinets. C'est vrai qu'à Saumur, l'hôtel de ville est érigé contre l'enceinte, fait également enceinte, mais la défense est factice, assurément. Les beffrois et ces tours, qui vont avoir leur partie supérieure soulignée par la présence de petites tourelles surmontées de flèches de pierre, et qui vont être percées, là aussi, c'est un élément tout à fait important à comprendre, leur face est percée de canonnières, de canonnières, on appelle canonnières à bêche, tout à fait spécifiques du XIVe siècle, mais qui n'ont évidemment aucune utilité. C'est la réappropriation du langage militaire. Mais ces beffrois ont également un rôle de surveillance des environs de la ville. Il est intéressant de citer ce qu'en dit un Français, un voyageur français qui, peu après la conquête, visite les Pays-Bas et qui est étonné et fasciné par les beffrois, les hôtels de ville. Et il note ceci à propos des beffrois: quand il arrive des cavaliers en une ville, ce qu'on sait par le moyen des beffrois, qui sont des lieux élevés, bâtis en forme de tour et ouverts par-dessus, la sentinelle qui est au haut sonne autant de coups de cloche qu'il a de cavaliers qui approchent de la ville, mais un étendard rouge pour eux et un blanc pour les gens de pied. Et effectivement, du haut de ces beffrois veillent des guetteurs sur les environs de la ville et annoncent la venue de toute troupe qui pourrait menacer la cité. Ici, l'idée du panorama qu'on pouvait avoir de ces tours. Ce n'est pas un beffroi, c'est la tour de Saint-Vulfranc d'Abbeville, une ville qui a été totalement détruite, mais qui avait également ce rôle de beffroi et de surveillance des alentours de la ville. Alors, autre particularité, ce qu'on appelle la brétèque. La brétèque, ici à Arras, c'est un petit balcon. La façade a été remontée et l'architecte a remplacé la grande brétèque qui existait avant 1914 par une petite brétèque. Il semble qu'il ait eu quelques éléments, puisque nous avons ici un support qui semblait recevoir un pilier, une sorte de pilastre, et peut-être ce balcon plus large était-il lui-même une restauration du XIXe, enfin j'ignore ce qu'il en est exactement. En tout cas, la brétèque, on la trouve sur tous les hôtels de ville. C'est une tribune en encorbellement sur la façade, à proximité de l'entrée principale, qu'elle surmonte souvent, ou à côté, à partir de laquelle les échevins proclament les nouvelles extraordinaires et ordinaires et apparaissent dans une sorte de rite d'acclamation lorsqu'ils ont été élus ou nommés.
Et c'est également un symbole de justice parfois, puisque ici à Mons, nous avions autour d'une figure sculptée, on a pu identifier, des figures de lions, symbole de la justice, c'est-à-dire que les échevins parlaient au nom de la justice. Dernier point que je voudrais traiter, c'est l'importance du décor, qui participe, décor et symbolique, qui participe de l'identité urbaine. Il faut donc poser la question de la commande artistique. Nous n'avons conservé que peu de choses de ces trésors artistiques qui étaient rassemblés dans les hôtels de ville, mais cette commande artistique, elle avait un sens, une signification, et ce décor était signifiant par ce qu'il voulait révéler de l'idée de représentation que se faisaient les échevins. D'autre part, il devait constituer également un écran, puisque la place était le lieu des spectacles, le lieu des mystères, des cérémonies officielles. Il y avait toute une scénographie qui se mettait en place régulièrement, en particulier lors de l'entrée des souverains. Et donc, on devait concevoir des façades signifiantes, des façades qui étaient peintes, polychromes, à l'instar des cathédrales, très souvent, tout au moins dans leurs éléments principaux de la statuaire, ici à détail de la façade de Valenciennes, avec une figure, celle de Saint-Gilles, qui était encore polychrome au début du XVIIe siècle, et surtout, partout, les armoiries que l'on retrouvait à l'intérieur, à l'extérieur, mais dans une sorte de vision apaisée de cette lutte de pouvoir que nous a donné à voir Viollet-le-Duc. Il y avait à la fois ici et ailleurs les armoiries impériales, celles de la ville et du seigneur, liées dans une même représentation. Ce sont des lieux aussi, ces hôtels de ville, où la musique va jouer un rôle important. À partir de la Bretéque, parfois, pouvaient se donner des concerts, des aubades. La musique, on la retrouve également à partir de cette sorte de clocheton belvédère de l'hôtel de ville de Louvain, qui servait effectivement aux musiciens, voire une sorte de tribune architecturale, à partir de laquelle ils pouvaient égayer la population assemblée devant la place. Ange musicien, tout simplement parce qu'on désignait ainsi les jeunes chanteurs qui constituaient dans les cathédrales le chœur, les choristes. Et donc, sur cette peinture de Van der Weyden est représentée finalement une image de ce que pouvait être la fonction des campaniles belvédères de l'hôtel de ville de Louvain. Louvain qui, de fait, a une ornementation d'une richesse extraordinaire. Lorsqu'il est construit en 1448, à partir de 1448, le projet architectural qui a été dirigé par un architecte qui vient du sud des Pays-Bas, Mathieu de Leyens, cet architecte va imposer l'utilisation comme pierre d'ornementation de la pierre d'Avène, de cette pierre d'Avène dont il va recouvrir la façade visible. Alors que lorsqu'on va derrière l'hôtel de ville, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'idée de façade. Il s'agit simplement d'un mur érigé en matériaux, la pierre de Brabant, qui n'a pas la qualité de la pierre calcaire, de la pierre d'Avène-le-Sec. Cette pierre d'Avène-le-Sec, donc, qui va être utilisée en parement, mais également pour le décor des sculptures. Décor des sculptures, puisque que ce soit à Bruges, en 1376, en 1390, à Louvain, en 1448, nous avons une façade de l'hôtel de ville où la sculpture va jouer un grand rôle. On fait venir des sculpteurs du Sud
des Pays-Bas, et on va représenter différents programmes iconographiques. La plupart du temps, on va mettre en valeur les lignages féodaux, les lignages comtaux, les comtes de Flandre. Et donc cette statuaire aura véritablement une sorte de rôle d'ancrage de l'hôtel de ville dans une histoire plus ancienne. Et en même temps, encore une fois, s'impose l'idée que dès la fin du XIVe siècle, l'hôtel de ville n'est certes pas construit en opposition avec ce pouvoir comtal auquel finalement qu'il représente sur ses murs mêmes. Alors l'inspiration vient incontestablement des grands programmes religieux. Cathédrale de Rouen ou d'autres cathédrales où c'était déployé dès la fin du XIVe siècle en façade, en frontispice des cathédrales, des sites iconographiques de statues. À l'hôtel de ville de Compiègne, de la même manière, nous avons à la fois des figures royales, des lignages royaux qui viennent contribuer à l'ornementation et d'autre part à l'idée, encore une fois, d'une ancienneté de cet hôtel de ville, d'une histoire ancienne que l'on redécouvre d'ailleurs à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, à l'aube de la Renaissance. Les villes se reconstruisent, ou s'identifient dans une histoire qu'elles vont totalement réécrire. Et donc je crois que ce décor participe aussi de cette idée. C'était le cas à Saint-Quentin, vers les années 1470. Alors malheureusement, très souvent, la statuaire a disparu. Statuaire au niveau de la salle haute, de la salle seigneuriale, de la salle noble, également figure marginale, figure secondaire, au niveau des chapiteaux. Une sorte d'opposition entre sculpture du peuple et sculpture savante au niveau supérieur. Ce goût de l'ornement, c'est celui que l'on trouve également dans le gothique brabançon, cette floraison, cette efflorescence, cette continuité formelle des réseaux qui semblent occuper la totalité du mur, ne laisser aucun temps de repos à la structure de la pierre. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Val-de-Loire, dans les derniers châteaux flamboyants, cette culture de l'ornement qui occupe la totalité de la surface qui lui est libre. Programme décoratif plus rare, ici à Tournai, puisque nous avions, mais là aussi identitaire de l'idée de citer, la représentation des connétablis qui assuraient la défense de Tournai. Nous sommes là aussi dans une ville forte, puisqu'étaient représentés symboliquement les figures des archers, des canonniers, des arbalétriers et de ceux qui maniaient l'épée, donc les 4 confréries militaires de la cité de Tournai. Enfin, une notion au-delà du décor, c'est celle de l'espace sonore de la ville, puisque le temps était rythmé par le bruit des cloches. Cloches qui annonçaient l'ouverture et la fermeture des portes, cloches qui rythmaient le temps du travail, la cessation du travail par les ouvriers, cloches, la banque cloque qui sonnait l'effroi lorsque la menace s'abattait sur la cité, qui ordonnait à tout citoyen de monter au créneau, d'aller au mur de la cité. Espace sonore auquel on est très sensible. Les villes envoyaient des maîtres maçons, des spécialistes écouter le bruit des cloches des villes voisines pour essayer d'imiter ce bruit. C'est un sentiment tout à fait unique dans une ville qui était effectivement libérée du bruit des trépidations des automobiles ou véhicules que nous connaissons de nos jours. Et évidemment, cette culture sonore s'accompagnait d'un goût tout à fait extraordinaire pour les campaniles. Les campaniles, les carillons, là aussi, Michel de Saint-Martin, lorsqu'il visite en 1667 les Pays-Bas, est étonné. Il nous fait extraordinaire les carillons des villes du Nord. C'est fantastique, j'ai jamais vu ça.
Et chacun de ces hôtels de ville, effectivement, avait son petit campanile qui sonnait les heures avec des bruits particuliers, et toute une série d'automates, constitués par des figures de Jacquemart, ici un ange, qui tournait automatiquement et qui sonnait la trompette automatiquement lorsque le vent changeait de direction. Voilà, toute une série d'inventions qui apparaissent dès le début du XIIIe siècle et que l'on va retrouver dans la construction de ces campaniles. On a conservé quelques-uns de ces figures automates à Cambrai, les morts. Pourquoi les morts? Tout simplement parce qu'il y a un goût pour le mauresque dès le XVe siècle. On adorait les maurisques, une danse inspirée par la danse mort. René d'Anjou avait même parmi ses favoris des nains ou des personnages qui s'habillaient en mort. Bon, il y a le goût pour la culture mort arabe au XVe siècle, et on trouve cette trace-là, effectivement, dans la constitution des Jacquemart de ces villes du Nord. Ici, Dijon, qui viennent de la ville de Courtrai, c'est une sorte de butin de guerre qu'on a réédifié sur l'église Notre-Dame de Dijon. Et donc ces figures d'automates sonnaient les heures, sonnaient les carillons. C'est un aspect important, effectivement, que de ces hôtels de ville. Enfin, le décor, c'était aussi celui d'or, feuilles d'or, symbolique des armoiries, ferronneries. Par exemple, ici, sur les fenêtres dites flamandes de Gand, les crochets étaient couverts de feuilles d'or. Nous avions un travail de ferronnerie. Alors, la restauration contemporaine, c'est une pâle imitation de ce qui existait à l'origine, mais il faut imaginer cette polychromie scintillante aux rayons lumineux sur ces verges de fer, ce battement aussi, des bannières qui étaient des bannières de cuivre, qui faisaient du bruit. Il y a un bruit, vraiment une identification sonore, je crois, de ces bâtiments par les bruits. Et au-dessus, je ne sais pas s'il y a au-dessus, mais j'en reviendrai tout à l'heure, au-dessus, nous avions des figures de sirènes, des figures de dragons. Est-ce que j'ai 5 minutes encore? Oui, il n'y a pas de problème. 5 minutes. Bon, donc je voudrais simplement finir sur les dernières fonctions représentatives de ces hôtels de ville, c'est-à-dire des fonctions de justice. Devant les places, devant ces bâtiments, il y avait des éléments constitués par exemple par des ceps. Des ceps, c'est le pilori qui était symbolique du pouvoir de justice des échevins. Une inversion. Cette idée de justice, on la trouve dès le XIIIe siècle. Sur l'hôtel de ville de Saint-Antonin-Nobleval, nous avions la figuration de Justinien, qui ouvrait le livre qu'il avait écrit, un véritable symbole de justice. Justice basse, moyenne et haute. La justice basse, elle a pu s'exercer très vraisemblablement au niveau de ces logias qui s'ouvraient au rez-de-chaussée. C'est le principe de la justice en plein air, une vieille tradition. Les petites affaires, on les juge au niveau de la loge qu'on va créer au rez-de-chaussée. Par contre, je passe peut-être, par contre, la justice haute s'exerce, c'est exercée directement par les échevins dans le tribunal, qui est souvent la salle, qui est la salle, et donc ces échevins apparaissent en tenue, décrite encore au XVIIe siècle, avec leur bâton de justice, etc., et administrent, au vu et sus de tous les citoyens, la justice. Alors nous avons donc toute une série de sculptures, ici à Louvain ou ailleurs, qui illustrent ce thème de la justice, une sorte d'exemplum. Les échevins sont porteurs de justice, ils administrent la justice, et nous avons toute une série de thèmes iconographiques en sculpture, en peinture, dans les hôtels de ville de Bruxelles, ici à Louvain,
qui tourne autour de l'idée de la bonne justice qui est garante du bon gouvernement. À l'hôtel de ville de Sienne, nous avons ces fresques Lorenzetti sur le bon gouvernement permis par les échevins de la cité. Alors je voudrais en quelques mots conclure, je suis un peu plus vite, tout simplement pour rester dans les temps, sur l'idée d'un hôtel de ville qui, véritablement, à la fin du XVe siècle, va trouver peut-être pour la première fois sa propre expression architecturale. Et le meilleur exemple est constitué par la conception de la façade de l'hôtel de ville de Douai en 1464. Le maître maçon de la ville, Michel Huard, bâtit l'édifice. Et il va se poser question, et il va être mandaté par les échevins uniquement et pour la seule conception de la façade, cette idée de la façade. Et pour imaginer le dessin de la façade, il va être missionné, il va devoir visiter les hôtels de ville contemporains du Brabant, c'est-à-dire celui de Bruxelles, celui de Louvain, un autre hôtel de ville, celui de Mons, dans une sorte de pérégrination, il va être suivi par d'autres spécialistes, et un hôtel de ville ancien, c'est celui de Valenciennes. Et donc, vers 1464, on se sert d'une tradition ancienne, hôtel de ville de Valenciennes, mais renouvelée par l'art brabançon. L'art brabançon qui va devenir véritablement la référence de la modernité architecturale, parce que là, on va trouver, effectivement, on va inventer un style véritable, un style digne du statut que les échevins veulent se donner. Je crois que le meilleur exemple sont ceux de ces recherches, et en particulier la construction en 1449-1455 du beffroi de Bruxelles par un maître maçon, von Ruysbroeck, qui a une expérience de l'architecture religieuse. C'est l'architecte de Saint-Gudule. Et il va concevoir une sorte d'architecture de fantaisie, une sorte de belvédère qui n'a plus rien à voir avec l'idée de beffroi. Cette beffroi est totalement déconstruite, mais on peut simplement comparer à toutes ces recherches sur les formes des clochers des grands architectes de la fin du XVe, du début du XVIe siècle. C'est presque dans une sorte de mutation architecturale, le passage d'une idée d'architecture militaire, le beffroi, à une architecture qui est porteuse d'un symbole beaucoup plus fort, celui finalement de cette idée que les échevins n'ont plus finalement à rougir ou à être confrontés au pouvoir religieux. Ils ont acquis leur propre lettre de noblesse et leur architecture devient une architecture véritablement internationale. Ce n'est plus simplement une définition locale, mais désormais l'art brabançon va devenir la référence architecturale dans les Pays-Bas du Nord, mais également dans les Pays-Bas du Sud et même au-delà en Picardie. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Excusez-moi d'avoir été un peu long.